Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Jeudi de la Viti qui va être consacré donc à la protection phyto, comment construire son programme 2024. Donc on démarre parce qu'on a déjà dépassé les 17 heures. Hop. Alors au niveau du programme, on va faire un petit point sur la réglementation, qu'est-ce qu'il faut bien penser à regarder pour choisir ses produits au cours de la campagne. Et ensuite, on enchaînera donc sur classiquement une partie Medium et une partie Oidium. Donc avec des points sur les matières actives, comment gérer les programmes, les états de résistance des spécialités, les recommandations d'application. Donc à chaque fois avec la partie un peu conventionnelle et bio. Et on finira par un temps d'échange avec vous si vous avez des questions. Et on vous invite à les poser au fur et à mesure dans le chat. Et on y répondra à la fin des présentations. Comme ça, on aura les questions, on pourra les lire et y répondre à la fin. Donc du coup, juste avant de commencer, petite présentation. Donc ce webinaire est présenté par moi-même, Céline Lefebvre-Jolibois, conseillère en bio à la Chambre de la Marne et animatrice du GDV avec Isabelle Renard, donc, qui va faire une partie de cette présentation également, donc qui anime le GDV et qui est référente phyto pour les chambres du vignoble champenois. Voilà. Donc on commence avec ces rappels réglementaires. Oui, donc bonjour à tous. Pour démarrer donc cette session, simplement vous rappeler tous les éléments sur lesquels il faut que vous soyez vigilants quand vous établissez votre programme de traitement. Il y a un tas d'informations réglementaires qui sont spécifiques à chaque produit. Donc vous pouvez être confronté à des restrictions d'utilisation des produits en fonction soit des stades phénologiques. Pour certains produits, il y a un stade minimum avant lequel vous ne pouvez pas appliquer les produits. Alors, vous avez peut-être tous en tête le produit LBG ou étonnant que vous ne pouvez pas appliquer avant le stade 6 feuilles étalées. Il y a d'autres produits qui ont ce même genre de limite. Deuxième restriction, là, qui est souvent plus connue et qui pose moins de problèmes, c'est respecter le nombre d'applications des produits pour lesquels il y a un nombre fixé dans l'AMM et bien évidemment la dose d'homologation pour l'usage pour lequel vous utilisez le produit. Parallèlement au stade phénologique, vous pouvez avoir un nombre de jours à respecter entre deux applications de la même molécule. C'est encore le cas pour le LBG, où vous avez 10 jours minimum entre deux applications de la spécialité commerciale. Quatrième point sur lequel il faut que vous soyez vigilant, c'est pour certains produits, les quantités de matière active à respecter, notamment pour le cuivre, qui est limité à 28 kg de cuivre en métal lissable sur 7 ans, ou 4 kg strict par an sur certains produits. On en reparlera un petit peu plus tard. Le Folpel, limité dans le cadre de la VDC, à 4 kg de matière active par hectare et par an. Ou pour certains produits, vous avez une limitation de ne pas dépasser les 11 kg de Folpel, sachant que cette limitation, là, elle est large et qu'elle est en général pas pénalisante. L'acide phosphoreux, comme pour le Folpel, quantité à ne pas dépasser annuellement. Autre mention sur laquelle il faut que vous soyez vigilant, même s'il y a un petit peu moins de produits que par le passé, c'est les produits qui sont classés SPE8, donc en fait interdits pendant la fleur de la vigne, même si la vigne a été classée comme culture non attractive. Alors jusqu'en 2023, vous avez une spécialité comme le Whisper, anti-oïdium à base de soufre, ou l'essentiel, base d'huile essentielle d'orange. Les deux produits ont perdu la mention SPE8 là pour la campagne 2024. Donc vous pouvez les utiliser pendant la fleur. Et puis on rajoute à ça la réglementation sur les mélanges. Vous savez qu'en fonction des mentions de danger des produits, vous ne pouvez pas mélanger
forcément tout produit, certains produits avec n'importe quoi. On rajoute à ça encore une couche sur les zones de non-traitement, alors, soit par rapport au cours d'eau, soit par rapport à l'environnement proche de la parcelle sur lesquelles on pourrait avoir des insectes ou certaines plantes. Et puis sans oublier les distances de sécurité P20. Enfin, les DRE, enfin non, les DRE, les délais d'emploi avant récolte, etc. À toute cette couche réglementaire, il faut rajouter tout ce qui est recommandations régionales d'utilisation des produits. Donc avec pour certains produits des noms d'utilisation recommandés inférieurs à ce que la réglementation pure vous autorise. Donc voilà, tout cela est très compliqué. Il est vraiment plus simple maintenant d'être au clair sur tous ces éléments-là pour construire un programme de traitement qui respecte tous ces points réglementaires. On va faire un petit focus sur les DSR, simplement pour vous rappeler les 4 catégories de DSR qui existent. La première, c'est la DSPPR, donc distance de sécurité personnes présentes et résidents, est fixée dans l'AMM. Donc les produits qui ont une DSPPR, cette distance-là ne peut être réduite, hein, même si vous avez le matériel qui permet de limiter la dérive. Deuxième catégorie de produits là, qui sont exemptés de DSR, à moins qu'elles soient indiquées dans l'AMM, c'est tous les produits de biocontrôle, donc ce qui figure sur la liste de la DGAL, ainsi que les produits utilisables en agriculture biologique. Troisième catégorie de produits, selon la distance de sécurité dépend du classement. Donc là, on a 2 catégories de produits selon la nocivité, entre guillemets, du produit. Donc, pour les produits qui présentent, je ne vais pas vous faire le listing, vous les avez décrites sur la diapositive, mais certaines mentions de danger. On a une distance de sécurité de 20 mètres. Donc, c'est le cas, par exemple, des produits à base de diméthamorphe. Cette molécule-là a récupéré la mention H360, donc le produit Panthéos, par exemple, a une distance de sécurité de 20 mètres non réductible. Il en est de même pour les molécules qui sont classées perturbatrices endocriniennes, et c'est le cas du méthyram, que vous retrouvez dans les spécialités Nervin ou Polyram EDF. Et puis, il y a une autre catégorie de produits dont la DSR est un peu plus faible, mais elle est de 10 mètres, mais elle est elle aussi non réductible. C'est tous les produits classés CMR2 qui appartiennent, qui sont sur la liste établie et publiée fin mars 2023. Alors, tous les produits CMR2 n'y figurent pas, mais on va dire qu'il y en a 95% qui sont concernés par ces limites. Et puis pour tous les autres produits qui ne sont pas dans les 3 premières catégories que je viens de citer, on a une DSR par défaut de 10 mètres, qui est réductible si on a une charte départementale et le matériel permettant de réduire la dérive. Donc la liste du matériel pour réduire la dérive, c'est le même que pour les ZNT aquatiques. Pour terminer le petit aperçu réglementaire, un point sur le cuivre avec une petite précision qui a été faite courant l'hiver. Donc pour rappel, hein, le cuivre est limité en termes de quantité avec 4 kg de cuivre métal par hectare et par an, lissé sur 7 ans, ce qui donne 28 kg maximum de cuivre métal en 7 ans sur la période 2019-2025. Pour l'instant, on est sur cette période-là pour le calcul. Ça, c'est la règle européenne, on va dire, valable pour bio et conventionnel. En France, l'ANSES a attribué une mention SPE1 sur certaines spécialités qui contiennent du cuivre,
Donc vous avez la liste sur le petit tableau de droite des produits distribués en Champagne avec cette mention. Donc vous voyez qu'il y a des cuivres seuls, comme le cuproxate, le frégate, etc. Mais également des produits conventionnels avec une molécule chimique associée à du cuivre. Donc tout ce qui va être électis bleu, pangolin, etc. Jusqu'ici, l'interprétation de cette mention était à partir du moment où on utilise un produit qui a la mention SPE1, on ne doit plus dépasser 4 kg par hectare dans l'année. Donc en gros, on se bloque à 4 kg avec l'utilisation d'un produit comme ça. Le ministère a fait une précision en octobre sur l'interprétation. Donc en fait, c'est uniquement les spécialités SPE1 qui ne doivent pas dépasser 4 kg. Donc on peut dépasser 4 kg à partir du moment où on utilise des produits qui n'ont pas cette mention, mais pas plus de 4 kilos par an apportés par les produits SPE1. Donc il faut faire en fait une comptabilité du cuivre apporté par les produits SPE1 et aussi du cuivre qu'on apporte par les produits non SPE1. Par contre, on est toujours concerné par cette règle du lissage de 28 kilos maximum sur les 7 ans. Donc ça veut dire qu'on est un peu plus souple sur l'utilisation des SPE1. Voilà, on n'est plus bloqué absolument à 4 kilos dès qu'on en a appliqué un, mais il faut quand même faire attention sur les quantités qu'on utilise tout au long de l'année. Donc ça paraît un peu compliqué. Nous, ça fait plusieurs années, voire très très longtemps, qu'on édite des guides qui deviennent de plus en plus pertinents et de plus en plus long et lourd à faire, mais pour que ce soit le plus simple possible d'utilisation. Vous avez le guide Mémoville, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui est un petit guide de poche, donc vraiment un petit format, où on retrouve toutes les informations principales sur les produits, donc tout ce qu'Isabelle a énuméré tout à l'heure, les noms d'applications, les délais entre deux, les mentions de mélange, les ZNT, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Il est disponible en commande sur le site des chambres d'agriculture du vignoble champenois. Donc, vous pouvez le commander. Il est offert à tous nos adhérents et vignerons d'accompagnement technique pendant la campagne. Mais il est aussi, voilà, vous pouvez l'acheter si vous souhaitez l'avoir. Il est parti aller à l'imprimeur, donc l'édition 2024 va être disponible très très prochainement. On réalise aussi un guide beaucoup plus complet cette fois-ci, par contre, avec des tableaux de mélange autorisés, qui va beaucoup plus loin, qui est cette fois réservé à nos adhérents du GDV, ou des GDV, Marne, Aisne et Aube. Donc voilà, sur l'aspect vraiment réglementation produit, on va passer à la partie mildiou, et donc on commence avec un petit point sur les matières actives et ce qui va arriver. Oui, donc au niveau des matières actives qu'on utilise pour la lutte anti-mildiou, il y a quelques éléments qui changent. La situation est en train d'évoluer, alors pas forcément dans le bon sens. J'ai pas que des bonnes nouvelles à vous annoncer ce soir. Le Mancozeb, vous savez tous, si vous vous en rappelez, qu'il a été supprimé déjà en 2021. Donc ça nous faisait la première matière active de contact qui était intéressante, donc voilà, qui a disparu dans le courant de l'année 2021. Le méthyram, qu'on retrouve dans les spécialités, donc Polyram DF ou Enervin Privest, son retrait est en cours pour cette année. Donc en théorie, vous pouvez encore en acheter jusqu'au mois d'août. Par contre, je pense que vous aurez bien du mal à en trouver encore chez les distributeurs, puisque comme sa fin était programmée depuis une paire d'années, la firme avait arrêté de produire de fabriquer les produits. Donc on lit sur les stocks de méthyram depuis une ou deux campagnes. Donc c'est compliqué pour cette année. Par contre, si vous en avez encore chez vous, vous pouvez les utiliser pendant toute la campagne 2024, puisque la date de fin d'utilisation est en novembre. Au niveau de la famille chimique des CA, on a deux molécules qui sont soit déjà impactées, soit qui vont être prochainement arrêtées. Donc l'iprovalicarbe, on avait dans la spécialité Cassiopée.
ou Sirbel UD, si certains d'entre vous en ont encore en stock. Ça faisait quelques années que le produit était plus commercialisé. Ces produits-là sont déjà non utilisables. C'est une décision franco-française. L'Iprovalicarb a été homologué au niveau européen et là c'est l'ANSES qui a décidé de retirer l'homologation de toutes les spécialités à base de cette matière active. L'autre matière active de la famille, c'est le 20-avalicarb que vous trouvez dans le produit vintage C-disperse, dont les dates là vont approcher. Ça va être la dernière campagne, la dernière année d'utilisation aussi pour ces molécules-là. Mais c'est par contre là, contrairement à l'Iprovalicarb, vous pouvez les utiliser en 2024. Et puis, en termes de classement qui change depuis la campagne 2023, la spécialité profiler thébaïde, composé de fluopicolide et positif d'aluminium. Le classement a changé en juillet 2023. Le produit est classé désormais H361D, ce qui a un impact sur les délais de réentrée. Le produit passe à 48 heures et également sur les mélanges. Avant, le profiler était mélangeable avec tous les antioïdium. Ce n'est plus le cas maintenant. Vous ne pouvez plus le mélanger, notamment avec les SDHI. Et le Folpel, là c'est la très mauvaise nouvelle. La molécule a été classée H330, c'est-à-dire mortelle par inhalation, donc CMR1. Le classement n'est pas encore publié au journal officiel. Donc il va se passer, alors il a été classé au mois d'août 2023, il va se passer entre 5 et 12 mois pour que ce soit publié au JO. Et une fois que ce sera publié au journal officiel, l'ANSES va devoir examiner toutes les spécialités commerciales à base de Folpel. Donc on aura un changement de classement sur les spécialités à base de Folpel qui interviendra dans les 18 mois après la publication au journal officiel. Ce qui fait que peut-être en 2026 ou en 2027, tous les produits à base de Folpel seront classés CMR1, donc interdits en HVE, et également interdits en mélange pour ceux qui ne sont pas HVE. Les produits deviendront de toute façon difficilement utilisables. Donc on arrive à quasiment presque une impasse au niveau molécules de contact. On n'a plus le mancozeb, on est en train de perdre le méthyrame, on va perdre très prochainement le Folpel, donc il ne restera plus une seule molécule, le cuivre. Donc on va se retrouver avec pratiquement donc, des impasses sur les années à forte pression mildiou. Voilà. Donc non seulement on n'arrivera plus à faire les mêmes niveaux de rendement si on connaît une année comme 2021. Et deuxième problème, c'est que le cuivre est vraiment pas le meilleur partenaire pour sauvegarder, pour préserver les molécules sujettes à résistance, de l'apparition de résistance qui impacterait leur efficacité. Donc voilà, l'avenir s'annonce pas très joyeux au niveau des antimildiou. Il y a quand même une petite lumière d'espoir avec l'attente de l'homologation du dithianon, qui est également une molécule de contact que vous connaissez, que vous utilisez déjà, puisqu'il est associé à un phosphonate de potassium dans la spécialité Futura. Donc son homologation en solo permettra de faire des associations, notamment avec des phosphonates, pour renforcer l'efficacité de ces produits de biocontrôle que l'on sait partiels s'ils sont utilisés tout seuls. Donc le Folpel, pour l'instant, on en profite pour ceux qui ne s'interdisent pas les produits CMR2, parce que pour l'instant, il est CMR2. Vous avez encore, on va dire, deux peut-être 3 ans à pouvoir utiliser cette molécule, mais c'est probablement les dernières cartouches. Alors, si on fait un petit point sur les résistances et sur les conséquences sur les nombres d'utilisation des produits,
Vous connaissez la directive Zoxamide, que vous retrouvez dans les spécialités Amaliflou, Vexium. Au niveau résistance, en Champagne, il n'y a rien de détecté. Il n'y a aucun souci. Donc on reste à 3 applications maximum par an. Alors attention tout de même à bien respecter le nombre d'applications, puisque certaines spécialités sont limitées à 2 applications. C'est le cas de l'électis bleu, de la Maniflo, du Montaro. Tous ces produits-là, vous pouvez faire 3, mais seulement 2. L'Oxatia piproline, que vous connaissez probablement plus sous le nom Zorvec. Il y a une augmentation en France de la résistance. C'est une molécule qu'on sait très sujette à développer rapidement des résistances. Donc même si les produits sont homologués à 2 applications par an, en termes de recommandations, on reste à un seul traitement à l'année. Et puis, on essaye d'appliquer, alors vous savez que ça existe en plusieurs packs, soit avec du Folpel, soit avec de l'électis bleu, et à partir de cette année, il y a aussi un pack avec du cuivre. Donc, essayez de l'utiliser dans la version avec le partenaire le plus efficace, c'est-à-dire le Folpel en Monta. Et puis, on n'applique pas ça en pompier, une fois qu'il y a le feu dans la maison. On est plutôt sur une période de risque, mais avant qu'il y ait du milieu partout dans les parcelles. De toute façon, une fois que le milieu est installé, c'est pas ce produit-là qui sauvera plus la récolte. Il faut le faire avant que l'attaque ne s'installe vraiment. La molécule fluopicolide, donc vous avez dans une spécialité profiler, qui est on va dire, de moins en moins utilisée, mais la résistance a véritablement explosé ces dernières années. Pour les résultats 2023, elle a plutôt tendance à baisser un tout petit peu. Pour l'instant, ça ne change strictement rien en termes de recommandations. On reste à un traitement maxi par an. Et surtout, dans la mesure où on n'est pas capable de savoir si on est en situation de forte résistance dans une parcelle, on n'utilise pas ce produit-là en cas de forte pression. Des essais avaient montré que si on est en situation de résistance, on a une grosse, je vais me rapprocher du micro, on a une grosse perte d'efficacité du produit. Pour ce qui est de la méthoctradine, on a 2 types de résistance, une résistance non spécifique et une résistance spécifique. Là, on a 2 aspects en fait. Alors, la méthoctradine, vous l'aviez dans la spécialité Enervin Privest où elle était associée avec du méthyram. Donc là, on n'avait pas d'impact sur l'efficacité du produit. Par contre, elle est aussi vendue en solo, méthoctradine toute seule, associée à du phosphonate dans le pack Enervin Active. Et puis, elle est associée aussi dans un autre produit dans le Respland avec un CA. Au niveau efficacité, le plus efficace, c'est quand elle est associée avec un multisite. Donc, c'était le cas du méthyram. Alors, on ne vous conseille pas de mettre du cuivre avec, puisqu'on a un problème d'incompatibilité avec la méthoctradine qui fait que ça baisse encore un peu plus l'efficacité de la molécule. Donc, on évite ces mélanges-là. Et au niveau résistance, si on veut gérer le développement de la résistance, on vous conseille de ne pas appliquer plus d'une fois ces produits-là dans l'année. Dernière catégorie de produits là, sur lesquels on fait des analyses résistance, c'est la thiazofamide, donc que vous avez dans la spécialité Medicut. Là, ça fait un certain nombre d'années que la résistance est généralisée. On sait qu'on a une baisse d'efficacité des produits. Donc, pour nous, c'est vraiment plus un produit très intéressant à intégrer dans les programmes de traitement. À la limite, en dehors de son délai de rentrée qui est court,
qui peut pour certains paraître séduisant, mais en cas de forte pression, on sait qu'on aura des efficacités assez faibles. Alors, comment on fait pour construire un programme de traitement? Parce qu'on est confronté à plusieurs problèmes, c'est gérer à la fois l'efficacité des programmes et puis gérer les développements de résistance. Le seul mot d'ordre, c'est éviter que l'épidémie s'installe avant la fleur. Parce qu'une fois que le mildiou est présent sur feuille ou sur grappe, à ce stade phénologique-là, c'est très compliqué de finir la campagne si la météo n'est pas de notre côté en plus. Donc il faut plutôt avoir un début de programme qui est assez costaud. Je fais un petit focus sur les phosphonates parce qu'il y a quelques années, c'était surtout utilisé après le stade grain de pois. La tendance est plutôt maintenant à les utiliser dès le début de la campagne. Et on a bien constaté en 2021 que ces produits-là, s'ils sont associés à du cuivre notamment, souvent utilisés à dose faible, n'ont pas été suffisants pour assurer une protection de qualité. Donc attention si vous utilisez des phosphonates, à les associer. Alors certains se l'interdisent parce qu'ils ne veulent pas utiliser de produits CMR2, mais le Folbel fait quand même un meilleur travail qu'un cuivre qui serait très sous-dosé. Et puis deuxième point, attention aussi aux cadences de renouvellement. Pas penser qu'on est protégé forcément pendant 14 jours avec ce type de produit-là. Il faut piloter les renouvellements en fonction du nombre de feuilles néoformées. Et le CIVC, dans les essais qu'ils ont réalisés cette année, ont montré que à partir de une feuille et demie à 2 feuilles, on avait un niveau de protection insuffisant. Je ne l'ai pas marqué sur la diapositive, mais attention aussi aux doses utilisées des produits. Un LBG à 4 litres est bien plus efficace qu'un LBG à 3 litres. Donc vigilance sur le produit, sur le pack Énervin Active, où l'énervin active est associé à du fascinant ou étonnant à 2 litres hectare, et non 4. Donc on n'est pas sur les niveaux, sur les doses les plus efficaces. Alors, en résumé, sur le programme, donc on a vu qu'on avait quand même un certain nombre de molécules qui étaient déjà disparues ou qui allaient disparaître, et que pour celles qui restaient, on avait quand même pour la plupart pas mal de résistance. Je vous ai dit aussi qu'il fallait essayer de faire en sorte que le mildiou ne s'installe pas avant la fleur. Donc pour le début de campagne, vous pouvez utiliser les anilides, les CA dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vraiment, les anilides, j'en ai pas parlé, mais il y a des niveaux de résistance qui sont assez élevés. Donc si vous pouvez faire une application de ces produits-là si la pression est faible. Par contre, si la pression est importante dès le début, il faut s'attendre à avoir quand même un peu de mildiou qui s'installe. Donc sinon, après, vous pouvez utiliser dès le début de programme, en fonction du contexte de l'année, des phosétiles ou des phosphonates auxquels vous allez forcément associer un autre produit. Surtout, n'utilisez jamais les phosphonates tout seul. Et puis, alors les oxamides, alors pas en tout début de programme, mais ça peut être utilisé aussi avant la fleur. La molécule est très très efficace sur grappe. Donc, une fois que les grappes sont dégagées, si on a des conditions météo très favorables, c'est typiquement le genre de molécule qu'on pourrait positionner en début, même si dans la pratique, souvent, elle est plutôt positionnée sur la fin de parcours, parce que résistant bien au lessivage. Donc certains préfèrent être positionnés à ce moment-là. Mais par rapport à son intérêt technique, elle serait mieux valorisée sur la période pré-floraison ou bien floraison. Sur l'encadrement de floraison, qui est la période de plus grande sensibilité, on peut utiliser les packs Zorvec. Alors attention,
Idéalement, alors c'est facile à vous dire ça ce soir, en pratique, j'ai pas de solution miracle. Idéalement, il faudrait que tout le monde au vignoble ne fasse pas le pack Zorbeck au même moment. Vous savez que l'explosion de la résistance aux profilers a été quand même assez brutale et on pense que c'est lié au fait que tout le monde utilisait ce produit-là quasiment au même moment au vignoble. Donc, le Zorbeck est la molécule la plus efficace qu'on ait à notre disposition à ce jour. Il n'y a rien d'autre de prévu, d'annoncé avant pas mal de temps, donc il va falloir qu'on la respecte pour réussir à la conserver le plus longtemps possible. Donc voilà. Puis après, en encadrement de floraison, ben, vous avez toujours les phosétiles ou phosphonates avec un partenaire, l'azoxanide, et puis sur la fin de la période, du cuivre. Donc là, en termes de stade de protection, on arrête normalement au début véraison. On continue à protéger après ce stade-là uniquement si on a un feuillage dégradé. Et dans tous les cas, il ne sert plus à rien de traiter après le stade de mi-véraison. De toute façon, après, on n'a plus des produits qui ont des délais d'emploi en récolte suffisamment courts pour pouvoir le faire. Voilà, en résumé, en quelques minutes, la protection contre le mildiou. Donc, pour finir, quelques mots quand même sur le cuivre, hein, qui est la seule molécule autorisée en viticulture bio et efficace. On n'a pas d'alternative qui permettent de s'en passer pour l'instant. Deux aspects sur le cuivre. Le fait que ce soit un produit de contact. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est touché est protégé, mais si la pulvée n'est pas bonne et qu'il y a des zones qui ne sont pas atteintes par le cuivre, elles ne sont pas protégées. Donc, clairement, quand on fait un programme bio ou majoritairement à base de produits de contact, il faut avoir un pulvérisateur efficace, que ce soit en termes de matériel en lui-même. On sait très bien que tous les pulvérisateurs qui pulvérisent dans le rang, donc descente notamment, sont bien meilleurs que les pulvérisations en main par le dessus. Et l'assistance d'air est aussi gage de meilleure qualité d'application qu'un pendillard, un ancien pendillard classique sans air. Donc le matériel joue, les réglages, pensez à bien vérifier que vous n'avez pas de bouchage, vos hauteurs de pulvérisateur également, mais c'est quand même des choses qui sont très très importantes si on veut espérer réussir une protection avec des produits de contact. Gérer également le pulvérisateur, c'est bien, mais au niveau du végétal, tout ce qui est vigueur, qualité du palissage pour faire en sorte que les grappes soient facilement atteintes par la pulvérisation et puis que le milieu, voilà, qu'il n'y ait pas un climat humide vraiment en cœur de végétation, propice notamment à l'oïdium, mais également au mildiou. Et quand on utilise un produit de contact, on doit prendre en compte notamment et surtout la pousse, l'évolution du végétal, donc tout ce qui va être nouvelles feuilles sorties entre le moment où on a fait le traitement et là où on a le risque de contamination. La croissance des feuilles, hein, l'élargissement des feuilles, mais aussi des inflorescences. Et il y a une période quand même très critique qui est l'encadrement de floraison, où là, bah, les inflorescences, les grappes vont bouger énormément avec la chute des capuchons floraux, qui vont découvrir des jeunes baies pas touchées par les produits. Donc ça, c'est vraiment des moments où il faut faire très attention au risque de contamination, notamment quand ces dernières années, on a quand même des croissances hyper actives de la vigne en pré-floraison, floraison, donc ça bouge très vite. Donc des fois, on a traité et 3 jours après, s'ils annoncent de l'orage, il faut limite y retourner parce que ça a trop bougé, quoi. Donc intérêt de faire des intercalaires dans les années à forte pression dans ces zones de la vigne. Et puis le grossissement des baies, bon après on a les baies qui deviennent moins sensibles au fur et à mesure qu'elles grossissent, mais à prendre en compte aussi. Donc c'est un produit de contact et c'est un produit qui agit en préventif. Donc c'est l'ion cuivre qui est actif contre le mildiou, mais il faut qu'il soit présent avant le mildiou. Donc il faut l'appliquer avant les contaminations qui sont entraînées par la pluie.
traiter après, ça sert pas à grand-chose. En tout cas, si on n'était pas déjà couvert avant. Donc bien faire attention, ce que je vous ai dit, hein, au délai entre les traitements et le risque de pluie, notamment dans les contextes de très fortes pousses où la vigne peut prendre des fois à peu près 3 feuilles par semaine, ça va très vite. Donc bien prendre ça en compte dans les décisions de traitement et pour les renouvellements. Donc il y a des messages spécifiques qui sont faits, hein, pour les vignerons bio, donc que ce soit dans la Marne ou dans les 3 départements, dans nos messages techniques hebdomadaires. Donc comment on raisonne le programme en bio? Début de protection en bio, quand on n'a vraiment pas de possibilité d'intervenir avec de la chimie, on essaye d'éviter les premières contaminations, sauf si vraiment les pluies annoncées sont très très faibles, mais globalement on évite les premières tâches pour déjà pas partir avec le mildiou dès le début de la campagne. On adapte les doses donc à la végétation et puis on augmente petit à petit jusqu'à la pleine végétation. Donc en gros entre 100 et 200 grammes en début de campagne selon le type de pulvé qu'on a, selon le stade auquel on commence. Et on augmente jusqu'à 400 grammes si besoin, 300-400 grammes en pleine végétation selon la pression. Voilà. Sur les formes de cuivre, le comité Champagne, ça fait 2 ans qu'ils travaillent vraiment sur le cuivre. Donc, ils ont des résultats assez intéressants qui vont être publiés dans le Vigneron champenois ce mois-ci, normalement, où ils montrent du coup sur 2022 et 2023 l'impact du cumul de cuivre. Donc, on gagne largement en efficacité plus on en met de façon répétée. Également, il montre qu'il y a une efficacité résiduelle, enfin, qui est plus que résiduelle, mais voilà, le cuivre reste efficace, même après lessivage. Donc ça, c'est des résultats qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais les essais vont être reconduits pour revalider tout ça. Et des efficacités, des spécialités cupriques en elles-mêmes. Donc ils ont testé 5 produits, hein, et on aurait les 2 produits hydroxydes qu'ils ont testés, qui sont héliocuivre et chanflot ampli, qui ressortent quand même meilleurs que les autres sur le premier traitement. À partir du moment où il y a le cumul qui rentre en jeu, il y a peu de différence entre les différentes formes, mais sur les premières applications, les hydroxydes semblent être meilleurs. Donc on renouvelle bien selon la pousse, quand même selon la pluie, hein, 15 millimètres, il y en a quand même une grosse partie qui tombe, et selon le risque mildiou du moment. C'est ultra important d'être réactif en bio, donc de pouvoir y aller avant les pluies en préventif justement, donc pouvoir rentrer dans les parcelles, de pas mettre 2 ou 3 jours pour traiter toute la surface. Plus on traite rapidement, voilà, plus si les fenêtres sont courtes, on peut y aller. Et aussi en termes de disponibilité, donc de main-d'œuvre, on évite de faire des salons au mois de juin. Il faut être là au cas où il faut y aller. Donc voilà pour la partie mildiou. On n'a pas le temps de rentrer dans des gros détails hein, en si peu de temps. Donc on passe à la partie oïdium. Donc on va commencer par définir les périodes incontournables de protection. Donc là sur la frise, hein, vous avez le stade de début de protection qui est indiqué à 5 feuilles étalées dans les parcelles pas historiques, en antériorité au moins d'attaque l'année précédente. On y reviendra tout à l'heure, je vous montrerai un résultat d'essai. Et puis sinon, sur les parcelles où on n'a pas de problème de médium l'année d'avant, un démarrage à 7-8 feuilles étalées suffit. Alors, la tendance est souvent à démarrer de plus en plus tôt ces dernières années. On a réalisé des essais pendant pas mal de temps qui montrent qu'un démarrage à 2-3 feuilles étalées est plutôt contre-productif. Et on maintient la protection à un stade phéno qui est défini selon l'état sanitaire de la parcelle en fonction du contexte épidémique de la vie. Je ne vais pas entrer dans les détails, on n'est pas en avance. Vous avez toutes les infos sur la diapo. Alors, l'essai dont je vous parlais juste avant pour vous montrer l'intérêt de démarrer à 5 feuilles étalées dans les parcelles
dans les parcelles pas historiques. On l'a reconfirmé cette année sur une parcelle de Chardonnay à Épernay, où on a comparé un démarrage de protection à grosso modo 4 feuilles étalées avec du soufre, donc le 5 mai, et on a comparé ça à une modalité où on a démarré 7 feuilles étalées. Mais en l'occurrence, c'était également un soufre qui avait été fait. On aurait peut-être dû plutôt positionner le Luna à ce stade-là, mais sur les deux graphiques, en haut, vous avez les fréquences d'attaque sur feuille et en bas, les intensités d'attaque sur grappe. Vous voyez, que ce soit sur feuille ou sur grappe, l'écart qu'il y a entre les modalités en bleu, donc démarrer au stade 4 feuilles étalées, et en orange, celle où on a démarré seulement à 7-8 feuilles étalées. Donc, en tout cas, sur la stratégie bio, sur les débuts de protection, sur les raisonnements, début de protection, fin de protection, ça reste identique à ce qui est fait classiquement. Un petit point sur le soufre. Au niveau réglementaire, donc le soufre, il est classé biocontrôle. Il n'est pas limité en termes de quantité et les traitements ne comptent pas dans le calcul de l'IFT. Il faut quand même faire attention, c'est pas parce qu'il a tous ces jolis classements qu'il n'y a pas certaines spécialités qui sont restreintes. Il y a des soufres qui ont des distances riverains, hein, notamment le Lucifer par exemple, inscrites dans l'AMM, donc ils sont pas réductibles. Donc ces spécialités-là, on peut pas les utiliser à proximité des habitations notamment. Il y a également les soufres, toute la tripotée de Renfri qui ont la mention abeille, donc on ne peut pas utiliser pendant la floraison de la vigne. Et également des ZNT terrestres, donc qui commencent à être contrôlés au niveau de la DGAL, et notamment tous les soufres poudres qui ont une ZNT terrestre à respecter, donc à côté de zones non cultivées où il pourrait y avoir de la biodiversité. Donc attention à ça. Un petit rappel, parce que des fois, enfin des fois, souvent, tous les ans, on voit un peu des choses bizarres au niveau des poudrages. Il y a 3 conditions pour qu'un poudrage soit efficace. Il faut qu'il y ait du soleil. S'il n'y a pas de soleil, ça sert pas à grand-chose. Plus on est lumineux, plus il y a d'effets vapeur et plus c'est efficace. On évite qu'il y ait du vent aussi au moment de l'application. Et idéalement, les températures dans la journée montent entre 20 et 25 degrés. Donc si on prévoit un poudrage et que le soir il pleut, ça sert à rien. Il ne va pas y avoir une grosse efficacité de l'application. Donc vraiment raisonner le moment d'application de ce genre de pratique et de le réserver aussi aux parcelles les plus sensibles ou qui commencent à avoir des symptômes. On adapte la dose de soufre en début de campagne à la végétation ainsi qu'à la pression. Il y a des essais qui montrent que l'adaptation de dose de soufre par rapport à des doses pleines en début de campagne ne montre pas de différence d'efficacité. Également des essais dont je vais vous en montrer un juste après, réalisés par le comité Champagne sur Chardonnay. Ça fait 2 ans qu'ils testent l'armicarbe en début de campagne avec le soufre sur les premiers traitements donc, et voilà, avec une amélioration de l'efficacité de la protection. Et il faut faire attention, ça c'était l'expérience de 2020 en année sèche, où il n'a pas plu pendant plusieurs semaines. On a tendance à vouloir tirer les cadences à 10, 12, 14 jours et en fait ça laisse trop de trous, hein. Comme c'est des produits de contact pareil, hein, avec la pousse de la vigne, on dilue ce qu'on a appliqué et donc ça avait créé des trous et le idiome s'était installé et il y avait eu pas mal de problèmes dans certaines parcelles bio où voilà, on avait été tenté, vu qu'il n'y avait pas de pluie, de tirer les cadences, mais c'était pas forcément une bonne idée dans les parcelles sensibles. Donc, on conseille grand maximum 8 jours de cadence jusque grain de plomb à peu près sur les cadences soufre s'il pleut pas. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une protection qui soit continue et qu'il n'y ait pas de trou parce que ben voilà, le IEM il va en profiter et s'installer au moment où la protection va être un peu juste. Donc l'essai dont je vous parlais
début de campagne. Donc là, vous avez différentes modalités. Donc il y a évidemment un témoin non traité, une modalité avec Luna sensation, donc un SDHI. Whisper, donc le soufre, qui est soit appliqué avant la contamination, qui était artificielle, soit après. Et à ce whisper, on ajoute soit de l'arnicarbe, soit de l'essentiel. Donc sur tous les traitements entre la contamination et le début de floraison. Et donc voici les résultats sur grappe. Donc ça, c'est des notations donc mi-juillet de l'année dernière. Donc vous avez, ça c'est les efficacités. Donc ça montre que le soufre appliqué avant la contamination au idium n'a pas d'efficacité. On est à 0 ou 1%, donc autant dire rien du tout. Le Luna post-contamination, donc qui est très efficace, en 58% d'efficacité sur grappe. Le soufre seul est en dessous, mais on voit que avec l'ajout de l'arnicarbe, on retrouve un niveau d'efficacité tout à fait satisfaisant autour de l'efficacité du SDHI. Voilà. L'essentiel sur cet essai-là n'a rien apporté en fait en termes de gain d'efficacité par rapport au soufre seul. Donc ça fait 2 ans que les l'arnicarbes montrent des bonnes efficacités appliquées en début de protection. On va passer aux analyses résistance, hein, toujours pilotées et financées par le comité Champagne. Je vais passer vite parce qu'en fait, il n'y a aucun changement par rapport aux recommandations des années antérieures. Je ferai juste un petit focus sur la métraphénone, donc dans la spécialité vivando-algèbre, où on a constaté en 2023 une petite augmentation de la fréquence de parcelles concernées par les résistances. C'est surtout vrai dans les secteurs où il y a eu des problèmes oïdium en 2023. Mais même si la fréquence de parcelles concernées augmente un petit peu, les niveaux de résistance restent pour l'instant assez faibles. Donc en termes de recommandations, on ne change rien sur les nombres d'applications. Par contre, on va insister un petit peu plus sur le stade de positionnement de la spécialité, où dans les analyses, on se rend compte aussi que c'est les échantillons où il y a le plus de résistance correspondent aux parcelles où le vivando a été fait assez tard dans le programme. Donc, il faut plutôt positionner ce produit-là en pré-floraison ou floraison maximum. Les autres produits, je vous disais, pas de changement sur les nombres d'applications ni sur les périodes. Donc, on va essayer de voir comment on peut construire un programme. Alors, la situation est un peu plus simple sur l'oïdium que pour le mildiou, hein. On a encore un certain nombre de produits qui sont très efficaces. On a alors, à moins de vouloir s'interdire d'utiliser des produits CMR2, mais on a le Prosper Roga dans cette catégorie-là. On a les SDHI, donc le Luna ou le Luna, le Yaris ou le Luna, qui est une catégorie de CMR, mais qui n'est ni un ni deux, qui sont à l'heure actuelle les deux spécialités de la famille chimique la plus efficace. Et puis quelques produits qui sont non CMR, donc c'est le cas du Vivando, et puis c'est le cas des spécialités d'Inali ou Cyclodium, mais qui présentent pour leur part des efficacités moindres que tous les produits que je viens de citer auparavant. Et puis on a la catégorie des produits de biocontrôle, le meilleur étant le soufre. Céline vient de vous présenter les résultats pour le bicarbonate de potassium. Alors, on ne peut pas utiliser en solo, mais en association avec le soufre, on a vu que ça renforçait l'efficacité. Et puis pour tous les autres produits de biocontrôle qui fleurissent sur le marché, en dehors des huiles essentielles d'orange qui sont probablement un peu au-dessus des autres, sinon tous les spécialités, Taille Gros, Sonata, etc., ont vraiment des efficacités
trop partielles et pas assez régulières pour qu'on puisse vraiment compter dessus. Donc c'est pas le genre de spécialité, nous, qu'on pousse à intégrer dans les programmes de traitement contre le mildiou. Si on essaye de faire le même exercice que pour le mildiou, on va positionner un petit peu les spécialités commerciales en fonction des stades phéno. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut démarrer à 4 feuilles étalées, la protection dans les parcelles en antériorité. Donc dans ce cas-là, on commence avec du soufre et on peut y rajouter du bicarbonate de potassium. À ce sujet-là, attention, si vous commencez conjointement la lutte contre le mildiou, les produits à base de bicarbonate de potassium sont incompatibles avec la plupart des produits à base de phoséthyl ou de phosphonates. Le seul qui ne pose pas de problème en mélange, c'est le Redeli. Tous les autres, vous allez avoir des problèmes de mousse dans la cuve et du coup de baisse d'efficacité de la bouillie. À partir du stade feuilles étalées, on va dire entre guillemets, on met le paquet pour éviter que l'oïdium ne s'installe précocement. Donc dans les parcelles sensibles, on peut utiliser les 2 SDHI. En consécutif ou en mettant un breaker. Alors ça peut aussi dépendre de la vitesse de développement de la vigne. Si on met un breaker, c'est peut-être l'occasion de positionner le vivando, parce que je venais juste de vous dire qu'il fallait plutôt le mettre en pré-floraison. Donc on peut commencer par un Luna, mettre le vivando et terminer par exemple par le Yaris. Mais sinon, on a aussi la possibilité sur ce créneau-là de forte sensibilité d'utiliser la spiroxamine en étant vigilant à la réglementation des mélanges, parce que ces spécialités Prosperogar ont des mentions qui font qu'elles se mélangent avec très peu d'antimildiou. Et puis sur la fin de campagne, une fois que le stade de grosse sensibilité est dépassé, on peut utiliser les spécialités qui ont soit des niveaux d'efficacité intrinsèques plus faibles, c'est le cas de la cyclophénamide, soit des molécules dont la résistance impacte au moins partiellement l'efficacité. Voilà. Ce qui est vraiment important, c'est de blinder, entre guillemets, le début le cœur du programme jusqu'à la noison. Voilà un petit peu pour le schéma général de la protection anti-oïdium. J'ai oublié de vous dire qu'en termes de molécules, il n'y a pas grand-chose d'attendu en termes de changement. Pour l'instant, on reste sur cette gamme-là. On devrait avoir d'ici un an ou deux un autre IBS, mais qui retrouve des niveaux d'efficacité équivalents à ceux qu'avaient les IBS au tout début de leur homologation. Donc ça nous fera une solution de plus en termes de produits très efficaces sur l'oïdium. Voilà. Voilà. Donc, on en a terminé avec l'aspect présentation. Donc sachez que si vous avez besoin, on a un accompagnement collectif via les GDV, Aisne, Marne et Aube, dans lequel vous avez les messages techniques, la possibilité d'appeler les conseillers pour un appui pendant la saison, et puis également tous les guides qu'on vous a présentés juste avant. Et pour ceux qui le souhaiteraient, on a aussi un accompagnement individuel, donc à la carte. Vraiment, on définit avec vous de quoi vous avez besoin, s'il faut aller voir les parcelles, faire le tour avec vous. Il y a tout un tas de possibilités qui existent et qui est là un coût horaire. Donc, on fait les 2 types de suivi dans les 3 départements. Voilà, donc je vous laisse nos contacts. Donc dans la Marne, dans l'Aube et dans l'Aisne, et puis on va répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes d'arrivées. Alors les différentes formes de cuivre, ça c'était avant d'aborder la partie cuprique. Donc vous avez différentes formes de cuivre, les hydroxydes, sulfates, oxydes
et oxychlorure, qui sont les seules formes utilisables, en tout cas en protection phyto. Les autres sont interdites. Donc, je vous disais que le CIVC a commencé à avoir des résultats d'efficacité entre formes, enfin plutôt entre spécialités qu'entre formes d'ailleurs, parce qu'en fait dans les produits vous avez le cuivre, mais qui est aussi avec des coformulants qui peuvent avoir un impact sur soit l'application, peut-être l'efficacité aussi. Jusqu'ici, on n'avait pas d'essais qui démontraient de différence flagrante entre les formes des essais au champ. Donc là, les essais que font le CIVC sur des disques foliaires montrent effectivement peut-être les hydroxydes seraient un peu meilleurs. Voilà. Après, il y a des libérations d'ions sucriques qui sont différentes, mais après, sur le lessivage, elles réagissent à peu près tous de la même façon. Alors, il y a une question sur la notion de CMR1, parce que c'est le Conseil européen, la réglementation, le mélange, etc. Le premier point, c'est que l'homologation des molécules, des matières actives, se fait au niveau européen. Donc là, on peut avoir des matières actives classées CMR1 par l'Europe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour le Folpel. Et après, on a un deuxième niveau, c'est donc la molécule, la matière active, c'est l'Europe. Et après, les spécialités commerciales, c'est chaque État membre qui doit les homologuer. Donc à partir du moment où c'est classé CMR1 par l'Europe, de toute façon, la France sera obligée de classer les spécialités commerciales CMR1 aussi. Le problème, il est plus souvent dans l'autre sens, où des fois l'Europe ne pose pas de problème sur certaines molécules, et où la France, par contre, en rajoute une couche en interdisant certaines. C'est le cas de l'Iprovalicam dont je vous ai parlé tout à l'heure. La réglementation mélange, c'est une réglementation française qui date de 2010. Voilà. Donc on a vraiment les deux étapes, hein. Les molécules, c'est l'Europe, et les spécialités commerciales, c'est la France qui gère. Et une autre question sur le cuivre. Donc, une nouvelle forme de cuivre systémique monovalent est diffusée avec un produit commercial WP Copper qui n'a pas d'AMM. Alors, euh, j'imagine que c'est vendu sous forme de fertilisant foliaire. J'ai pas vu passer d'informations sur ce produit et une éventuelle efficacité sur le mildiou. J'ai pas, dans le réseau champ, j'ai jamais vu passer d'informations là-dessus. Je sais pas. Après, là, le problème de la systémie, enfin, le cuivre, il a vraiment une action directe sur le milieu en termes de contact. Donc, le fait qu'il pénètre dans la plante, je pense pas que ça soit intéressant pour une action contre le mildiou. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à écrire. On va attendre 1 minute. Donc, il y a tout un tas de choses pour renforcer, hein. Quand on est en bio, les extraits de plantes, on va remener des essais, mais on a déjà des essais qui montrent des choses intéressantes. Ça permet pas de se passer du cuivre, mais ça peut aider de temps en temps. Les huiles essentielles d'orange également. Mais tous les produits de stimulation de défense ne sont pas, voilà, comme disait Isabelle, efficaces à chaque fois. Selon les parcelles, ça réagit différemment, donc c'est toujours très délicat de préconiser ce genre de spécialité. Bon, écoutez, s'il y a pas d'autres questions, bon, je vous remercie de nous avoir écoutés, en espérant vous avoir apporté quelques informations pour cette campagne. Et vous avez un prochain webinaire, du coup, le 21 mars, pour les prestataires qui souhaiteraient faire certifier leurs clients en groupe, donc CertiPresta. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.